Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, la plénière est ouverte. Nous allons commencer avec le premier point inscrit à l'ordre du jour. On parlera de la revendication de démission du président de la République annoncée par les C64 pour ce 8 juillet à travers une marche qui aura pour point de chute le Palais de la Nation. Est-ce qu'il a un fondement juridique et politique? Pour en parler, nous allons recevoir le président Fumototo, président du parti politique Idéal Patriote, qui nous fait honneur encore une fois de participer à cette séance plénière dans ce temple du débat républicain. Nous allons commencer avec le président Fumototo sans plus tarder. 7 minutes. Quelle est votre lecture de la revendication des démissions du président de la République initiée par la coalition C64 pour ces 8 juillet? Vous avez la parole. Parlement des étudiants. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par le spectacle que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Moi, je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent, vous pouvez télécharger l'application Sendwave. Et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmani ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. Merci beaucoup, Président. Parlement des étudiants. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que la fois passée, j'avais commencé d'abord par démontrer l'illégalité du sens des objectifs de la C64. Et pour répondre à votre question, je reviens sur le même article qui fait objet de notre débat. Tout Congolais a le devoir de tenir à un échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement de l'ordre constitutionnel est une infraction imprescriptible d'abord contre l'État et contre la nation, imprescriptible, et est punie selon la loi. C'est ça l'article 64 de la Constitution. Maintenant, dans l'économie de cet article, il y a 3 choses qui sont interdites. La première chose, c'est que personne ne peut prendre le pouvoir par la force. Et prendre le pouvoir par la force, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre la dernière section de la compréhension de cet article pour expliquer c'est quoi prendre le pouvoir par la force. Ça signifie toute tentative du renversement de l'ordre constitutionnel. C'est ça, prendre le pouvoir par la force. Mais c'est quoi le régime constitutionnel? Le régime constitutionnel en sciences politiques est perçu comme ensemble de règles qui président à l'organisation du pouvoir et des institutions de l'État à l'intérieur d'une constitution. Spécialement, il y a 3 régimes en sciences politiques avant qu'ils ne portent le suffixe des constitutionnels. Il y a le régime présidentiel, il y a le régime parlementaire et le dernier. On peut même parler du présidentialisme. Maintenant, lorsqu'on parle de régime, ça veut dire on voit comment dans un État le pouvoir politique est organisé. D'où est-ce qu'il y vient, entre les mains de qui il est, et lorsque on l'a terminé, il part où et qui le récupère. Mais lorsqu'on parle du régime constitutionnel, on fait voir comment le régime présidentiel, le régime parlementaire ou le gouvernement régional ou tout autre des systèmes
toute autre sorte de système ou d'organisation politique, comment est-ce que la Constitution l'a défini? Ça signifie quoi? Il y a le principe de séparation de pouvoir. Il y a principe d'origine du pouvoir, principe de comment exercer le pouvoir et principe de comment mettre fin à un pouvoir politique réglé par la Constitution. Maintenant, c'est quoi la démission? La démission, c'est un acte administratif unilatéral. Pourquoi on dit unilatéral? Ça signifie que c'est un acte qui fait que quelqu'un puisse quitter la fonction politique administrative ou le poste qu'il occupait, mais par sa vocation. C'est pourquoi on dit unilatéral. C'est différent de la révocation ou de tout autre moyen par lequel l'homme perd le pouvoir qu'il occupait. On peut même évoquer le dessein. Maintenant, il est vrai qu'il y a des principes et des pratiques à l'administration ou dans d'autres fonctions d'État et même privées où on peut être contraint à démissionner. Par exemple, un premier ministre peut ne pas vouloir démissionner, mais dès qu'il y a retrait de confiance de celui qui lui a placé sur ce poste ou dans ce poste-là, lui demande de démissionner. Par exemple, l'ambassadeur Ramazan Mbaya, qui avait lors d'un accident de circulation en France donné la mort à un petit Français. Le président de la République de l'époque, Mobutu, pour des raisons de relations qu'il a avec le gouvernement français, lui avait demandé de démissionner pour voir ses immunités enlevées et des poursuites judiciaires autour de lui. Oui. Mais ne faisons pas gaffe entre deux types de fonctions. Il y a des fonctions électives, il y a des fonctions nominatives et il y a des fonctions techniques. Quelle est la différence? Les fonctions électives, ce sont les fonctions que les personnes ou les hommes occupent, mais qui ne sont pas nommées par les autorités. Les fonctions nominatives, c'est lorsque nous allons aux élections, le peuple agit par élection, il vote pour un président de la République, et le président de la République place la confiance à quelqu'un et fait de lui ministre. C'est une fonction nominative. Une fois que celui qui vous a amené à cette fonction n'a plus confiance à vous, lui peut vous demander de démissionner, même si vous ne voulez pas démissionner, vous allez le faire. Sinon, il va utiliser d'autres mécanismes de vous faire partir. En premier, un président de la République qui n'a plus besoin de la présence des ministres au gouvernement. Lui demande en privé de démissionner, il refuse. On peut activer le Parlement, il peut être interpellé et il est parti, même s'il n'a rien fait de mal. Les fonctions techniques, c'est par exemple, nous faisons un concours en toute transparence. De ce concours, j'ai réussi, je suis nommé. Il est difficile que j'ai une autorité, je peux avoir des supérieurs hiérarchiques qui peuvent me donner des sanctions, suspensions, mais pour me révoquer, ça pose problème si moi-même je ne le veux pas. Mais lorsqu'il s'agit de fonctions électives, c'est-à-dire la fonction du député national, la fonction du sénateur, je laisse un peu la fonction du gouverneur parce qu'on peut être gouverneur, mais on est sous l'autorité des autres pouvoirs politiques et surtout de sa famille politique. On peut aussi être contraint à démissionner, même si on ne le veut pas. Mais la fonction comme la fonction du chef de l'État, qui n'est nommé par personne, et qui est élu, et qui n'a pas un autre pouvoir au-dessus de lui, comment est-ce que vous allez les contrer à démissionner alors qu'il n'y a pas raison personnelle de le faire? Donc, c'est une sorte de masturbation intellectuelle. Non. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. L'audience est trop jeune pour ces genres de mots. S'il vous plaît, soyez juste un peu plus pondéré, s'il vous plaît. Merci. Vous avez compris? Ça veut dire que notre opposition ne sait plus ce qu'elle est appelée à faire. Par contre, le fait d'avoir dit, le simple fait d'avoir dit publiquement qu'ils vont marcher
jusqu'au palais de la nation pour exiger la démission du président de la République et chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, et des gens en esprit une violation intentionnelle de la Constitution de leur part. C'est-à-dire, ils entament le contraire de ce que prescrit l'article 64. Et je lis. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Ça signifie que toutes les façons organisées pour chercher à avoir et exercer le pouvoir, même d'un huissier, tel que réglé par la Constitution, toute personne qui veut changer cette façon d'arriver au pouvoir, de l'exercer jusqu'à sa fin, tente de renverser la Constitution. Veuillez chuter. Et je cite. La C64 a été créée pour faire quoi? Pour contrer quiconque veut prendre le pouvoir par la force, qu'il exerce, bien qu'il ait eu pas de moyens légaux, mais contrairement à la Constitution, et qui veut renverser le régime, c'est-à-dire tout le pouvoir et toutes les institutions et même les organes tels que prescrits par la Constitution. Oh, le président Tshisekedi n'a pas reçu le pouvoir par la force. Le président Tshisekedi n'a violé aucune disposition de la Constitution. Encore faudra-t-il que je souligne. Toute non-application d'une disposition de la Constitution ne signifie pas violation de la Constitution. Une preuve que la Constitution n'est pas une simple loi. Et la Constitution n'est pas un code pénal qui définit les infractions, les procédures de qualification et de sanctions par les juges ou autres organes de la loi. Par exemple, quand la Constitution dit qu'il faut la solidarité nationale, c'est une disposition de la Constitution. Et si je suis chef de l'État et que je n'ai pas eu les moyens d'appliquer la solidarité nationale, j'aurais péché ou commis quelque infraction. En plus de cela, même si l'acte du président de la République et chef de l'État n'a pas respecté une disposition de la Constitution, le président ne peut être qualifié d'autre être que lorsqu'il est démontrable qu'il a violé intentionnellement la Constitution. Or, vous n'êtes pas son juge. Vous n'avez pas déposé plainte contre lui et vous n'avez même pas entamé la première étape de la procédure de sa mise en accusation, conformément à l'article 164, 165 et 166. Sur base de quoi, à partir de votre salon, vous allez déclarer que Tshisekedi a violé la Constitution alors que vous n'êtes pas son juge naturel. Veuillez chuter, s'il vous plaît. Je termine en disant ceci. Pendant que le pouvoir du gouverneur de Bukavu, je ne dis pas de Nord de Sud Kivu, et de Goma, est pris par la force et est exercé en violation des dispositions de la Constitution. Pendant que Nanga et Kagame ont pris des portions de notre territoire par la force et exercent le pouvoir là-bas par la violation de la Constitution. C64 ne prévoit aucune activité de grande envergure à Goma, à Bukavu. Ils ne veulent pas aller marcher là où le pouvoir est pris par la force, là où la Constitution est violée, là où il y a tentative de renversement du régime constitutionnel, mais ils veulent marcher au palais de la nation où la Constitution est respectée. Alors, quelles réactions vous proposez? Mais il y a peu, quelqu'un était allé au palais de la nation chercher son fauteuil. Est-ce que Zamoli Monayende Balingi va imiter? Vous vous rappelez encore de Malanga? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Mais il avait trouvé le pouvoir public là-bas. Veuillez chuter. Donc, cette opposition qui ne sait plus ce qu'elle pouvait faire maintenant, en réalité, quel est le débat qu'il faut connaître aujourd'hui en République démocratique du Congo? C'est des débats qui ne sont pas encore là. L'union sacrée, comme le chef de l'État a dit, la Constitution n'est ni document de circonstances, ni document de convenance, mais le débat sur la Constitution ne peut être ni tabou, mais doit être engagé avec responsabilité.
avec justice et avec pertinence. Jusqu'à présent, que ce soit nous de l'Union sacrée qui sommes pour le changement de la Constitution, que ce soit eux de l'opposition qui sont contre le changement de la Constitution, il n'y a pas encore le vrai débat que nous attendons. C'est le débat entre deux projets. Le projet de société d'une nouvelle Constitution pour nous qui sommes pour, et le projet de société de la maintenance de la même Constitution pour ceux qui sont contre. Et c'est ce débat-là que le peuple va consommer. Et lors du référendum, s'il y en a, le peuple pourra dire oui ou non. Et c'est ça, le débat politique. Merci beaucoup, M. Fumototo. On va revenir vers vous avec les questions des honorables étudiants. Honorable Moustapha, pour son allocution. Et l'honorable Chris Landou se prépare. Je voudrais saluer votre bienveillance, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues parlementaires. En réaction à la marche de l'opposition, le VPM de l'Intérieur interdit tout attroupement à cause d'Ebola. Monsieur Fumototo, cette décision est-elle vraiment préventive contre Ebola ou une stratégie visant à priver les opposants de leurs droits? Telle est ma préoccupation, honorable président. Merci beaucoup, honorable Moustapha. Honorable Chris Landou pour la deuxième question adressée à M. Fumototo. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires. Une constitution ne se mesure pas seulement à ce qui est écrit dans ses dispositions. Elle se mesure aussi à la fidélité de ceux qui sont chargés de la faire respecter. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi n'a violé aucune disposition de la Constitution? Question mark. Monsieur Fumototo, voici un exemple. L'article 216 a été violé en signant l'accord de Washington qui prévoit l'échangement de la Constitution. Quelle est votre réaction? Monsieur le Président, telle est la substance de mon raisonnement. Merci beaucoup, honorable Chris Landou. Président Fumototo, pour rencontrer ces deux préoccupations. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La question première, c'est l'acte pris par Monsieur le ministre, le VPM, le Premier ministre en charge de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, portant interdiction des attroupements sur la question d'Ebola. Est-ce que c'est une manière cachée de s'organiser contre la marche de l'opposition? Je ne suis pas le VPM de l'Intérieur pour répondre d'une autre manière. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas Ebola en République démocratique du Congo. Donc, je ne pourrais dire autre chose que ce que le VPM de l'Intérieur a posé comme acte. Donc, c'est pour empêcher toute possibilité de contamination de la maladie à virus Ebola. Maintenant, je réponds par rapport à ma position. Moi, je réponds ici comme politologue. Je réponds ici comme président national de l'idéal patriote. Je suis conseiller politique d'un opposant. Il me dit, nous allons marcher le 8 juillet pour exiger la démission du président de la République. Je vais lui poser la question de savoir, si vous l'obtenez, il démissionne, vous gagnez quoi? Si le président de la République démissionne, qui prend le pouvoir? C'est le président du Sénat et c'est en faveur de l'opposition. Si tous les membres de l'Union sacrée sont pour changer la Constitution, et que c'est ça la position politique de la majorité au pouvoir en termes de vision d'État. Parce qu'on ne change pas la Constitution, ce n'est pas une vision d'État. Le changement de la Constitution
sur le changement de l'ordre politique. C'est la nouvelle conception de l'État. Le changement de la Constitution ne peut pas être réductible au simple fait d'avoir plusieurs mandats. On veut changer la Constitution parce qu'on doit savoir qu'il y a 3 états dans l'État. Il y a l'État conceptuel qui a été conçu par les philosophes, les politologues, les anthropologues, les juristes. L'État, c'est quoi? C'est un être humain avec 4 éléments constitutifs. Le territoire, le peuple, le pouvoir originaire, la reconnaissance internationale. Ça, c'est l'État. Mais pour être un homme politique, il y a des États. L'État administratif qui a des problèmes et l'État de votre vision que vous voulez amener pour traiter l'État de votre société qui est malade. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union sacrée, il ne suffit pas seulement de dire nous allons changer la Constitution, mais il s'agit qu'ensemble nous puissions partager la nouvelle vision du Congo avec une nouvelle Constitution. Je ne parle même pas du changement de la Constitution parce que pour moi, depuis la mort de la République démocratique du Congo, de la République au Congo, le 19 mai, le 19 septembre 1960, avec le décret loi du président Kasavubu, qui a tué notre acte de naissance. Vous savez, chers étudiants, entre le 30 juin et le 1er juillet, les Congolais doivent plus s'y fêter que les dates. Parce que pour être indépendant, il faut avoir existé. Mais c'est le 1er juillet 1885 que nous avons existé comme État à Vivi ici au Congo central. Et nous avons existé avec la charte coloniale comme loi. Et cette charte coloniale, c'était la manière dont le royaume de la Belgique gérait le Congo. Mais lorsque nous avons décidé de devenir un État, on a convoqué tous les pères de l'indépendance et toute l'élite congolaise à Bruxelles pour leur poser la question. Maintenant que vous allez passer de l'État indépendant de l'Association internationale du Congo à l'État indépendant, colonie belge, vous voulez devenir un État autonome. Nous voulons savoir, chez vous là, ce sera quoi? Vous voulez continuer le royaume de la Belgique chez vous? Ou l'État-royaume chez vous? Vous voulez une oligarchie? Ou vous voulez une république? Les pères de l'indépendance ont répondu, nous ne voulons pas de la république, du royaume au Congo, ou de la royauté. Nous ne voulons pas de l'oligarchie, nous voulons une république. C'est ainsi que les Belges ont dit, un État pour naître, il faut qu'il y ait un acte de naissance. Un acte de naissance sur le plan politique et diplomatique, c'est la reconnaissance internationale. Un acte de naissance sur le plan national et juridique, c'est la Constitution. Il faut que les gens découvrent ce que je dis là, qu'on comprenne. Et notre acte de naissance, sur le plan politique interne et juridique, c'est la loi fondamentale belge du 9 mai 1960, qui a dit, voici pour vous la première constitution de transition. M. Fumutoto, si je vais terminer sur la deuxième question. On tient compte du temps. Je pense que vous avez répondu à la première question. Non, je n'ai pas encore répondu. Je vais chuter après. Pour Ebola, vous avez déjà répondu, il me semble. Il faut qu'on gagne en temps, s'il vous plaît. D'accord. Maintenant, nous vous donnons la première constitution de transition, 19 mai 1960, qui va connaître une transition de 4 ans avec un pouvoir constitué du président de la République Kasavubu, du Sénat et de la Chambre de représentants, article 4. Et depuis que le président Kasavubu avait pris un décret portant annulation, ajournement de cette constitution de transition, jusqu'à présent, toutes les constitutions que nous avons eues sont des constitutions de transition. Maintenant, est-ce que le pouvoir normal, pouvoir public, pouvoir d'État, peuvent permettre à quelqu'un de décider de marcher jusqu'à faire tomber les institutions? Est-ce qu'un coup d'État, on l'annonce publiquement? Et un coup d'État, on le prépare pour dire, nous viendrons
le 8 juillet au Palais de la Nation pour demander à Tshisekedi de quitter, est-ce que cette démarche est conforme? Et je vais chuter par rapport à cette question. Même quand j'ai dit ici que la démission est un acte unilatéral, souvenez-vous de la démission du Premier ministre libanais qui a été posée par lui et que le président de la République n'avait pas encore pris acte. La démission ne court pas. Il y a des cas où vous démissionnez. Il faut que l'autorité qui est au-dessus de vous puisse prendre acte. S'il ne prend pas acte, ça ne court pas. Parce que Tshisekedi ne va pas démissionner. Et parce que ce qu'il veut poser comme acte n'est pas conforme à la loi. Est-ce que nous avons besoin de nous cacher derrière toute autre manœuvre pour ne pas dire que le pouvoir public va les contredire, va les dérouter si jamais il marchait sur la Constitution? C'est ça ma position personnelle. Donc je soutiens la position du VPM Chabani. C'est conforme à la procédure, mais moi, j'ai dit qu'on doit mettre tout le moyen d'État, sans le sous-estimer, pour ne pas leur permettre de poser cette bavure-là. La deuxième question. La deuxième question. Madame me pose la question, une constitution ne se réduit pas seulement au contenu de ses écrits, mais aussi la loi, c'est ce qui est écrit. La loi, c'est ce qui est expliqué en cas de lacune par les organes ou les personnes compétentes. Si ce n'est pas écrit, ça devient la coutume. C'est ça la différence entre la coutume et la Constitution. La Constitution, c'est un ensemble de dispositions codées. La loi est écrite. Je ne sais pas s'il y a des lois morales à travers le monde actuellement, mais je sais qu'il y a la coutume constitutionnelle et il y a la Constitution. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Constitution ne peut constituer ni interdiction ni autorisation. Il vous reste maintenant, 2 minutes. est-ce que le président Tshisekedi n'a jamais violé la Constitution? Mais la Constitution n'a jamais dit que le chef de l'État ne peut pas violer la Constitution. Notre Constitution dit ceci. Il y a infraction de la haute trahison lorsqu'il est démontrable que le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Suivez-moi bien, intentionnellement la Constitution. Et pourquoi on a posé l'acte en disant, pourquoi on a mis intentionnellement? Ça veut dire qu'un acte de chef de l'État peut aussi énerver la disposition de la Constitution, mais il faut prouver qu'il a fait volontairement. Et les juristes, je crois, Maître Manix est ici avec moi, peut-être qu'il ne va pas me laisser sans me compléter. Lorsqu'on est au tribunal, quel est le premier élément qu'on cherche pour cristalliser une infraction? C'est l'élément moral. Et l'élément moral, c'est quoi? Quelle est la différence entre un assassin et un meurtrier? C'est que moi, je peux tuer quelqu'un par accident de circulation dans mon véhicule, mais il ne faut pas dire que le fait que quelqu'un a attrapé la mort par mon véhicule, que je suis assassin. C'est-à-dire la différence au niveau de la préméditation. Celui qui a prémédité et a donné mort, c'est un assassin. Mais celui qui a posé un acte, mais qui a tué quelqu'un, mais dont il est démontrable qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, il reste un meurtrier parce que c'est lui qui l'a tué. Donc, je ne veux pas qu'on me dise que nous allons défendre que le chef de l'État ne peut jamais poser un acte qui viole la Constitution. Mais là où le chef de l'État sera responsable de l'infraction de la haute trahison, c'est lorsqu'il a posé cet acte avec, il aura posé un acte intentionnel. Et maintenant, pour savoir si l'acte du chef de l'État a été posé intentionnellement ou pas, est-ce que c'est en dehors de son juge naturel ou bien lorsqu'il est déjà mis en accusation et que son juge prononce une décision après avoir qualifié les cas, les faits. Maintenant, l'article 216 que vous avez évoqué, que lors de la signature de l'accord, il a été dit que pour que telle dimension de l'accord soit appliquée, il faut que la Constitution change. Non, il n'y a pas de violation. Je voudrais vous dire ceci. La même Constitution, vous avez évoqué l'article 216. Voici votre bonne réponse. Suivez-moi bien. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Si la Cour constitutionnelle, c'est ça, non? Vous avez dit article 216. Oui.
Je vais vous répondre directement avec la même question, article 215. Suivez. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Ça veut dire que le régime général du droit international public, c'est que si un État accepte de signer un accord et que pour que cet accord soit appliqué, il y a une hostilité juridique ou légale par rapport aux lois internes, c'est la loi interne qui va perdre au profit de la disposition du contrat sur le plan international. Maintenant que l'État a des dimensions d'existence, l'État existe du point de vue interne, nous avons la Constitution, les institutions, les associations, les corps sociaux. Mais du point de vue extérieur, nous avons les relations internationales, la diplomatie, le droit international et toutes sortes de conventions. Maintenant, c'est que nous attrapons que pour la continuité de l'exemple de l'État sur le plan externe, il y a nécessité de signer un nouvel accord. Automatiquement, nous reviendrons changer la disposition d'une de nos lois qui pose point par rapport à ce que nous voulons signer, et donc il n'y a pas de violation de la Constitution. C'est l'article 215. C'est-à-dire que tout ce que nous prenons comme accord pour mieux faire exister le Congo, si ça rencontre une disposition anachronique, ce que je voulais dire obsolète, c'est cette disposition qui va périr au profit du Congo grand dans le Conseil des Nations. Donc, il n'y a pas violation de la Constitution. Et même alors, est-ce que l'accord a été signé par l'institution président de la République? Parce qu'il n'y a pas que l'institution président de la République qui signe les accords internationaux, il y a aussi le gouvernement. Maintenant, pour chuter, je veux vous dire ce que dit l'article 216 en vous faisant une relance. D'abord, est-ce que la terminologie loi appliquée à l'article 15, c'est y compris la Constitution? Merci. Quand on dit loi, il y a différence entre la constitutionnalité... Dites seulement c'est la Constitution ou pas, s'il vous plaît. On va gagner en temps. Non, Monsieur le Président. Quand vous nous appelez ici, non seulement que nous sommes des acteurs politiques, nous sommes aussi des doctrinaires en sciences d'État. Évitez de nous... J'ai juste demandé, c'est juste une position pour que je tombe sur une question. Est-ce que nous sommes d'accord que la Constitution est une loi? Mais il y a quand même une différence entre la légalité et la constitutionnalité. Cette loi-là, cette disposition. Est-ce que ça veut dire que l'article 15 est applicable à la Constitution? C'est là ma question. J'ai dit oui et non. D'accord. Non, mais ce qui est fait terminer. S'il vous plaît, je termine là. D'accord. Article 213 de la Constitution pour rencontrer madame encore davantage. Non, rencontrer, on est déjà dans la relance. Gagnons du temps. Merci. Est-ce que ça veut dire aussi la Constitution, article 213? Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le président de la République, en ce qui les concerne. Mais la ligne qui suit, les gouvernements concluent des accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Votre question concerne quel accord? L'accord signé entre les États-Unis d'Amérique et le président de la République, ou l'accord signé entre un membre du gouvernement et le gouvernement des États-Unis? Parce que je ne saurais pas répondre si le président a violé la Constitution ou pas par rapport à cet accord, alors que vous n'avez pas spécifié quel accord et qui a signé, le gouvernement ou l'institution président. D'accord, merci beaucoup. Comme c'est sous réserve, vous prenez place. Je vais vous épargner des... Je n'ai pas dit sous réserve, c'était ma réponse. Ah, d'accord, merci beaucoup. Parce que je voulais venir sur un détail, mais si vous êtes là, allez-y, président. Je suis là avec votre détail. Je prends in extenso. Si la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, article 216, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par un dixième des députés ou de sénateurs, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. L'enjeu, par exemple, je vais prendre sa question. L'enjeu, c'est que l'accord sur la coopération économique prévoit qu'il faut changer la Constitution, c'est-à-dire toucher aux matières tangibles, notamment celle de l'article 220, pour permettre la mise en œuvre de cet accord économique.
Et pourtant, les changements à la Constitution, je vais dire, les matières des 220 sont verrouillées et interdites de révision. Comment devraient se comporter les signataires de cet accord eu égard à l'article 216? Une très, très pertinente relance. Et vous aviez raison de le dire. La disposition que vous venez de lire ici vient d'innocenter le président de la République, même si c'est lui qui aurait signé l'accord avec les États-Unis et dans lequel accord il y a une disposition qui violerait ou qui entrerait en contradiction avec l'une des lois des dispositions de loi. Allez-y rapidement et on va Je termine. Voici ce qui est écrit ici. Si la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un deuxième des députés ou un deuxième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution. Ça veut dire que jusque-là, il n'y a pas de violation de la Constitution. On n'interdit pas à ces personnels politiques de poser des actes avant et de venir vérifier leur conformité après. Ce n'est pas interdit. Madame, vous avez la réponse. Maintenant, mais parce qu'il est établi qu'après avoir consulté, vérifié la constitutionnalité de ces actes-là par ces personnels politiques-là, on trouve que la clause est contraire à une des dispositions de la loi, ou de la Constitution, je vais dire ici. Il faut quoi au préalable? On dit que la Constitution va subir, c'est-à-dire la dimension diplomatique de l'État va primer sur la dimension interne. La Constitution va subir quoi? La révision ou les changements? J'arrive, cela, non? Si, je veux qu'on y aille rapidement. Je termine, s'il vous plaît, monsieur le président. Allez-y, dans les temps. Si l'importance diplomatique de la matière... nous parlons de l'article, s'il vous plaît. Si l'importance diplomatique de la matière nécessite le changement de la Constitution, nous allons activer l'article 5. Si ça nécessite le contraire, nous allons appliquer l'article 1, 218, et voici la différence. Mais c'est compris, je pense. Non, c'est pas compris. Voici la différence. Voilà. Lorsque, à cause de la nécessité de l'État, il faut qu'on puisse remplacer une constitution par une autre, c'est l'article 5 qui dit, parce que dans cette constitution, d'après les sciences politiques, il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir constituant originaire. Allez-y dans les réponses pour qu'on chute. Et le pouvoir constituant si vous allez dans le théorie, on va perdre du temps. Ça veut dire que on va aller au référendum, voir le peuple pour lui dire, voici à cause de la survie de votre existence, la Constitution dans cette disposition matricielle, c'est-à-dire rigide, si elle ne change pas, nous ne saurons pas obtenir ça, tel profit au niveau de l'intérêt général. Merci beaucoup. À l'international. Automatiquement, nous allons passer par référendum pour changer la disposition verrouillée qui est dans l'article 220. Et ça ne pose aucun problème et le chef de l'État n'aura violé aucune disposition de la Constitution. Merci beaucoup, M. Fumototo. Une dernière question, honorable Mpingiabo, pour le président Fumototo, et nous allons chuter. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues parlementaires, l'opposition n'a peut-être pas la bonne stratégie. Pourtant, M. Fumototo, ne trouvez-vous pas que leurs critiques sont politiquement justes? Ils accusent Fathi de chercher à s'éterniser au pouvoir via un changement constitutionnel. Face à cette volonté, ne pensez-vous pas qu'il faut absolument y faire obstacle? J'ai dit président. Merci beaucoup, honorable Lys. Président Fumototo, pour rencontrer cette question et nous allons chuter. Merci beaucoup. J'ai dit que autour du débat sur la Constitution, je n'interviens pas comme union sacrée. J'interviens comme politologue. La question est, il y a une constitution au-dessus d'un peuple? Je réponds en tant que politologue, non. La question est, il y a une constitution au-dessus de la politique? Je dis non. Toutes les constitutions du monde entier, bonnes ou mauvaises, anciennes ou nouvelles, amendées ou réformées, sont les œuvres des acteurs politiques. Vrai ou faux? Je voudrais seulement que les gens ne considèrent pas les sciences politiques comme appendice du droit.
Lorsque la question est posée de respecter la Constitution, comment la respecter, comment l'interpréter, on a besoin de ceux qui ont fait la faculté de droit. Mais lorsqu'on veut nous poser la question des options fondamentales d'une Constitution, on veut la remplacer par une autre. On pose la question aux politologues. Parce qu'ils étudient comment les acteurs politiques de tous bords se comportent. Est-ce qu'en sciences politiques, on cessera d'étudier les coups d'État comme fait politique? Est-ce que les coups d'État est autorisé dans une constitution de la République? Mais combien de présidents règnent au monde par les coups d'État? Nous, en sciences politiques, on continuera à étudier comment change une constitution. Quels sont les modes opérateurs de changement d'une constitution? Un coup d'État, une révolution, une fusion d'État, la balkanisation. Moi, je suis professeur en sciences politiques demain. Je n'éviterai pas d'enseigner aux enfants les modes d'acquisition de pouvoir politique en sciences politiques. Maintenant qu'on me pose, moi, un politologue, la question, est-ce que Tshisekedi a qualité de changer la Constitution? Je vais leur poser la question. Vous connaissez cette Constitution? Oui. Laquelle? Ils vont répondre, la Constitution du 18 février 2006. Je vais leur poser la question. Est-ce que c'est la Constitution d'une république ou la Constitution royale? Si la Constitution royale, c'est une Constitution octroyée, le roi lui-même est souverain. En tout moment, il peut changer et les dispositions verrouillées et non verrouillées de la Constitution. Mais si on me répond que c'est une Constitution référendaire, moi, ce que je viendrai voir en tant que politologue là, c'est d'étudier qui était président de la République à cette époque-là. Je vous donne un exemple. Veuillez chuter. Quels sont les critères d'âge pour être candidat président de la République au temps de Mobutu, au temps de Mouzé? Il fallait avoir plus de 40 ans. Mais lorsque Joseph Kabila n'avait pas 40 ans, et que c'est lui qui était le président avant l'émergence de cette constitution, l'âge pour être président de la République, c'est combien? Pour être candidat président de la République, c'était moins de 35 ans. Parce que lui-même n'en avait pas. Mais c'est une constitution qui, dans les dispositions normales, répond aux aspirations de la domination de l'autorité qui est là. La constitution était ici taillée sur base de la volonté de Joseph Kabila. Si Kabila ne veut pas qu'on change la constitution, parce qu'il connaît les pièges qu'il a mis dans cette constitution. Maintenant, est-ce que la question de savoir qu'on ne peut pas changer une constitution? Je réponds tout de suite, madame. Dans une constitution, ici, il y a des dispositions verrouillées. L'article 5, c'est la disposition verrouillée et l'article 220. Maintenant, quand nous lisons politologiquement article 218, qui ont concurremment le pouvoir de réformer ou de réviser la Constitution. Concurremment, c'est qui? Le président de la République, les gouvernements, l'une ou les deux chambres du Parlement et la fraction de 100 000 signatures. Et ils ont le pouvoir de réformer. C'est-à-dire, on mettait la même Constitution sans toucher aux dispositions matricielles, mais de toucher certaines dispositions qui ne sont pas verrouillées. Je termine. Mais à qui est-ce qu'on a dit est formellement interdit toute révision sur le nombre et la durée du mandat? C'est au président de la République, c'est au gouvernement, c'est aux deux chambres, et c'est la fraction de 100 000 signatures. Mais comme la Constitution est un acte politique, quand un politicien veut bouger, il ne va plus venir dans cet article-là. Moi, je suis conseiller politique et chef de l'État. Je vais lui dire, allons, il y a une ouverture dans l'article 5. Il va me poser la question, comment? En tant que politologue, je vais seulement prendre la définition. Toute souveraineté, tout pouvoir, toute la souveraineté nationale appartient au peuple. Je note. Même quand je sais qu'en tant que politologue, le peuple n'existe pas en politique. Pour qu'un peuple existe en politique, agisse sur les dirigeants, il faut qu'il y ait plusieurs révolutions dans une société et la culture politique comme en France. Veuillez chuter. Mais dans un pays du tiers-monde, le peuple n'existe pas. Il n'y a que la classe politique dominante et celle qui est dominée et l'opinion, mais même pas l'opinion nationale. En tant que politologue, je sais ça. Maintenant, je dis au président quoi? Président, non, cette constitution elle-même a prévu déjà les modalités de sa mort. Parce qu'elle a reconnu qu'il y a un souverain.
Et le souverain, c'est la personne qui n'a pas un autre pouvoir au-dessus de lui. Et Merci comme tu as été beaucoup. élu par le peuple, recours par référendum à ce peuple-là. Quand ils vont venir, nous allons interpréter que le peuple donne le pouvoir par référendum, par vote et par le trichement de ses dirigeants. Comme vous êtes son dirigeant, allez là-bas, il n'y a pas de violation. Maintenant, Merci l'opposition beaucoup. va venir. Akole la kaka. Bengelanga doctrinaire et opposition, na kobeta ending wana à la juriste, à la potre, à co-fonctionnaire. Merci J'étais sur le beaucoup. plateau hier avec un jeune opposant qui était très fort. Mais comme il n'a pas fait le droit, il n'a pas fait les séances politiques, le bon sens l'a trahi hier. Suivez le Merci. débat. Merci beaucoup. Il n'a pas eu le niveau. Parce que le problème, c'est que nous, on ne dit pas qu'on ne peut pas changer la Constitution. Mais comme nous sommes du pouvoir, nous utilisons notre science des politiques et des droits pour donner au président Tshisekedi la possibilité de se maintenir au pouvoir. Mais on ne peut pas nous reprocher ça. Nous sommes des acteurs politiques. Merci. Mais que les autres nous disent qu'il n'y a pas un pouvoir à la Constitution originaire et un pouvoir à la Constitution dérivé dans une Constitution. Merci beaucoup. Maman, est-ce que vous avez compris? Donc, nous n'empêchons pas à l'opposition de faire ce qu'elle fait, mais parce qu'elle croit respecter la Constitution, nous voulons faire référendum conformément à la Constitution, mais qu'elle nous contredise aussi conformément à la Constitution. Mais si elle ose marcher vers le palais de la nation, elle va rencontrer le pouvoir public sur la rue. C'est clair. Merci beaucoup, M. Fumutoto, d'avoir répondu à nos questions.